Président. Bon voyage au professeur Bouziane. J'appelle notre professeur de parodontologie, le professeur Belkebouche. Je vous remercie, Madame la Présidente, honorable assistante, mes chers consoeurs, mes chers confrères. J'ai l'immense plaisir de participer pour la seconde fois à cette deuxième journée internationale jumelée avec l'école de Strasbourg et avec le thème suivant, la chirurgie gingivo-muqueuse au service de l'esthétique buccale sur une toile de fond de Constantine où je me suis initiée à cette époque-là, il y a une trentaine d'années. Au préalable, la chirurgie parodontale se scinde en deux grands volets. La chirurgie de la poche qui va traiter tous les problèmes inhérents aux pertes d'attache. Et le professeur Bouziane nous a fait une très belle mise au point, notamment dans l'atteinte du parodonte profond par des parodontites agressives. Vous avez le deuxième volet, c'est la chirurgie mucogingivale qui, elle, va traiter tous les problèmes de perte d'attache externe. Autrement dit, c'est la chirurgie de surface. Il y a eu beaucoup de définitions à travers le temps et c'est vers les années 50 que M. Friedman a défini la chirurgie de surface comme étant un ensemble d'actes chirurgicaux destinés à éliminer l'insertion inadéquate des freins ainsi que des brides latérales et avec un approfondissement du vestibule. Quelque temps plus tard, Ushibin a précisé qu'il y avait une extension du vestibule au cours de l'acte. Et 20 ans plus tard, c'est Miller qui a été le précurseur de la chirurgie plastique parodontale. Et enfin, l'Académie américaine de parodontologie en 1992 a précisé qu'il s'agissait d'un ensemble d'opérations destinées à corriger un défaut gingival. Un défaut gingival, parce qu'il s'agit bien d'un défaut gingival, parce qu'on est souvent en absence de parodontite, et ce défaut gingival se distinguer de par sa morphologie, de par sa position, de par sa quantité. Nous ne pouvons pas avancer dans notre exposé sans passer en revue ce qu'est le sourire et la ligne du sourire. Même si dans notre quotidien, quand on sourit, c'est une expression du cœur, malheureusement dans la littérature, il y a eu plusieurs définitions qui ont été faites, et ce qui nous intéresse, nous, c'est la ligne du sourire, bien entendu, pathologique. Le sourire se définit comme une position dynamique des lèvres, selon le degré de contraction des muscles masticateurs et le profil des lèvres. Et vous avez, selon le schéma de Bercy, une ligne imaginaire fictive qui va passer au niveau du bord inférieur de la lèvre supérieure et qui va, si vous voulez, laisser apparaître ces papilles gingivales avec la totalité des couronnes dentaires des dents maxillaires. Il y a le sourire parfait. Qu'est-ce que c'est? C'est un sourire où on voit s'aligner les dents maxillaires sur la courbure de la lèvre inférieure, où les commissures labiales sont élevées de la même manière de chaque côté de la bouche. Bien entendu, ce qui nous intéresse dans notre exposé, c'est cette ligne du sourire quand elle est haute, ce qu'on appelle le sourire gingival. Comme nous le voyons chez cette patiente qui a une restauration prothétique inadéquate, une boursouflure iatrogène, nous verrons par la suite dans la thérapeutique, qui a modifié un petit peu l'esthétique de son sourire et qui est venu nous consulter pour la sorte. Nous avons une brièveté de la lèvre supérieure qui a, avec un accroissement gingival au niveau du maxillaire, qui a effectivement motivé la patiente à venir nous voir dans le service. Entre le sourire parfait et le sourire dit gingival, il y a quand même des sourires, on va dire, avec une ligne moyenne ou basse, comme nous le voyons chez cette patiente, où vous avez la lèvre supérieure qui recouvre quand même une partie des dents maxillaires, même si on entrevoit un accroissement gingival que nous verrons par la suite, très inesthétique, et bien sûr qui porte aussi un préjudice fonctionnel.
Nous ne pouvons pas avancer dans notre thème, et je m'excuse de vous pouvoir rappeler certains repères et certains critères qui vont, si vous voulez, déterminer le choix de notre chirurgie muco-gingivale. Ces deux entités cliniques, à savoir la gencive et la muqueuse alvéolaire, qui sont séparées par cette ligne de démarcation et qui sont très distinctes l'une de l'autre, en vous faisant rappeler que la gencive est composée de deux parties, avec cette fameuse collerette sertissant le collet des dents, avec un espace virtuel qui est le sillon gingivo-dentaire, qui n'excède pas le 1 mm, sur lequel nous reviendrons par la suite, quand il est mal respecté, notamment dans les restaurations prothétiques. Suite avec, donc, au niveau de cette collerette, vous aurez la papille, la papille interdentaire qui est composée de deux, l'une vestibulaire et l'autre linguale, qui sont séparées par le col dont l'épithélium n'est pas kératinisé et qui est une zone très fragile pour permettre de préserver l'intégrité parodontale. Apicalement, nous avons cette gencive attachée, comme vous le voyez, avec ce piqueté qui définit, si vous voulez, sa consistance et son intégrité. Et apicalement, donc vous avez cette ligne de démarcation qui est la ligne de muco-gingivale, vous avez la muqueuse alvéolaire qui est de consistance assez molle, qui est lâche, qui n'est pas ancrée comme la gencive attachée par des fibres collagéniques, aussi bien à l'os alvéolaire qu'au niveau de ses membres. Et j'attirerai votre attention sur cet espace-là, comme le montre si bien le schéma de 210, cet espace biologique qui va se retrouver entre le fond du sulcus et le sommet de la crête osseuse. Et cet espace a une importance prépondérante, notamment dans la restauration prothétique. Les caractéristiques sont bien différentes, aussi bien cliniquement qu'histologiquement. Excusez-moi, parce que là, il faudrait que je me familiarise avec la télécommande. Donc, vous avez cette muqueuse alvéolaire assez mobile, qui va, de par son épithélium non kératinisé, son chorion fibreux assez lâche, et qui va supporter très mal toutes les agressions consécutives au passage des aliments, contrairement à la gencive qui est plus apte à recevoir toutes les tractions musculaires qui vont être transmises aussi bien par la muqueuse alvéolaire et les freins, empêchant la rétraction gingivale par le jeu des lèvres et des joues. À l'unanimité, les auteurs déterminent la santé gingivale selon deux critères, on va dire, de choix de la gencive attachée, kératinisée, en l'occurrence la hauteur de la gencive. Excusez-moi, là, j'ai un petit problème de télécommande. Alors, la hauteur, les auteurs déterminent qu'une quantité suffisante de gencives attachées qui fluctue entre 1 et 9 mm, avec une certaine moyenne, même si la valeur numérique n'est pas déterminante, demeure un critère, si vous voulez, d'intégrité parodontale, même si dans la littérature, il est rapporté qu'il y a des controverses. Dans les études de Lang, d'Erickson, de Lindé, si vous voulez, le critère de choix demeure quand même une certaine quantité de gencives attachées, versus l'étude de Miyazoto et le groupe européen de travail de parodontologie, où pour eux, une faible hauteur de gencives attachées ou une mince épaisseur de gencives attachées ne constitue pas, si vous voulez, un critère de choix, si, bien sûr, l'hygiène bucco-dentaire est maintenue, qui est une condition sine qua non. Si la hauteur de la gencive attachée, comme vous le voyez, peut être mesurée à l'aide d'une sonde parodontale, malheureusement, pour l'épaisseur, elle ne pourrait être quantifiée. Néanmoins, les auteurs ont essayé de classifier cette épaisseur, ce biotype tissulaire en quelque sorte, par des classifications que nous passerons en revue. Il y a Corbonto-Guimard qui la situe en 4 types ABCD,
de la situation la plus favorable à l'apparition de la récession. Vous avez Seber et Linde qui ont fait deux types de situations, un parodonte plat et épais qui est la situation la plus favorable qui va répondre à la chirurgie gingivo-muqueuse et un parodonte fin et festonné qui est une situation à risque au cours d'un recouvrement, si vous voulez, radiculaire. Enfin, celle de Ménard et de Wilson qui est plus complète, que j'ai essayé de retracer dans la mesure où elle rapporte aussi bien l'épaisseur et la hauteur de la gencive attachée, où on retrouve les quatre types. Un des objectifs de la chirurgie gingivo-muqueuse, et les auteurs sont à l'unanimité, c'est d'accord sur la régénération de l'intégralité des tissus parodontaux, à savoir la gencive, l'os alvéolaire et le desmodonte. Bien entendu, arrive le désépaississement des tissus parmi ces objectifs, la réduction des tractions au niveau des freins et des brides, et bien entendu l'augmentation verticale de la gencive qui va nous permettre un recouvrement de la récession parodontale qui en fait est un des soucis majeurs qui amène le patient à consulter. Et dernièrement, nous avons fait un petit travail avec nos étudiants et le motif de la consultation de l'esthétique est placé en troisième position. Nous ne pouvons pas avancer dans la chirurgie avec ses indications, ses contre-indications, etc., sans ouvrir le registre des récessions parodontales que l'Académie américaine définit comme un déplacement apical de cette récession, de ce rebord marginal par rapport à la jonction amélo-sémentaire. Les auteurs lui attribuent deux formes, une forme qui pourrait être dystrophique, discrète, qui va évoluer lentement avec un environnement qui peut, si vous voulez, être consécutif notamment suite à des traumatismes qui peut être néfaste pour elle, un traumatisme répété. Comme elle peut être atrophique et très souvent, ça pourrait être aggravé par une inflammation liée au contrôle de plaques bactériennes ou biophiles. Bien entendu, si on voit les classifications, les définitions, après la définition, nous les classons. Nous les classions, plusieurs classifications ont été proposées en fonction de la forme du rebord gingival et en fonction de la forme de la dénudation radiculaire. Il y a eu celle d'Atkins et de Sullivan qui va la classer selon la largeur et la hauteur de la lésion, et il définit quatre formes, une large et une profonde, large et peu profonde, étroite et profonde, étroite et peu profonde. Il y a Benke qui la classe également selon la forme de la lésion en lui attribuant des lettres en forme de U avec une prédiction d'un mauvais pronostic, la lettre V avec un pronostic favorable et enfin la forme en I avec un bon pronostic. Il y a celle de Miller qui est finalement la plus usitée et qui objective beaucoup plus le pronostic et qui pratiquement utilise les deux. Elle va classer donc selon la largeur et la hauteur de la lésion et elle reprend en partie celle d'Atkins et de Sullivan, sur laquelle nous allons nous étendre un petit peu. Donc la classe de Miller, des récessions parodontales qui date de 1985. Nous avons la classe 1 avec une récession marginale qui n'arrive pas au niveau de cette ligne de démarcation muco-gingivale, qui est étroite et peu profonde, et dont le recouvrement est pratiquement très satisfaisant à 100% après chirurgie gingivo-muqueuse. Nous avons la classe 2 également. La récession marginale, elle est large, peu profonde, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas au niveau de la ligne de démarcation muco-gingivale, avec une prédiction de recouvrement à 100%. La classe 3, toujours cette récession marginale, elle se développe davantage, va arriver ou dépasser la ligne muco-gingivale avec une intégrité adjacente qui est atteinte. Nous pouvons voir des malpositions ou bien même une destruction osseuse intermédiaire.
et le recouvrement après une chirurgie ne demeurera que partiel. Enfin, la classe 4 qui a une récession marginale qui va pratiquement, comme nous le voyons ici, au niveau de la muqueuse alvéolaire, donc assez large, assez profonde, avec des sites contigus très atteints. Et l'échec est total après un recouvrement, et il faut être quand même assez, à un moment donné, comme l'a dit le professeur Bouzien tout à l'heure, savoir extraire quelque part. Eh bien, avant d'entamer cette chirurgie, il sera aussi incontournable de voir quelle est la cause de la récession parodontale pour qu'il n'y ait pas d'échec par la suite après notre recouvrement. Il y a des facteurs, 4 facteurs sont incriminés. Nous avons des facteurs anatomo-physiologiques qui comprennent l'histogénèse et l'éruption. Nous avons des facteurs déclenchants liés à l'inflammation générée par le biofilm ou plaque bactérienne, le brossage intempestif également. Nous avons des facteurs aggravants qui comprennent, après ce critère de choix de la gencive attachée, l'insertion inadéquate des freins et des brides, et vous avez les facteurs iatrogènes liés aux gestes thérapeutiques du praticien, toutes spécialités confondues. Nous allons les revoir un par un, si vous le permettez. Les facteurs anatomo-physiologiques, eh bien, d'abord l'histogénèse. Il se pourrait qu'au cours de l'édification radiculaire, qu'il y ait un défaut de l'histogénèse et il y aura les fibres gingivales perdront, si vous voulez, leur ancrage au niveau de la jonction émail-sément et par conséquent, ça peut générer une récession parodontale. On a aussi dans la littérature rapporté que le bombé des canines, maxillaires, logé dans les alvéoles avec un mur vestibulaire alvéolaire assez mince et fragile. Et elles sont très sujettes à des déhiscences, des fenestrations et bien entendu aux récessions parodontales. Il est aussi rapporté que dans la littérature, au cours de l'éruption dentaire, en général, au cours d'une éruption normale, l'axe est correct et les tissus ostéomuqueux se répartissent de part et d'autre de la dent. Mais il se pourrait que l'axe de la dent soit dévié et par conséquent, l'os alvéolaire va suivre, la gencive va suivre et la dent va se retrouver carrément au niveau de la muqueuse alvéolaire. Les facteurs déclenchants. Eh bien, les facteurs déclenchants, souvent nous avons l'inflammation qui est liée à la présence du biofilm et ce biofilm, très souvent, est généré par l'insuffisance ou l'absence totale d'hygiène bucco-dentaire et vous allez avoir cette accumulation de la plaque bactérienne au niveau des zones inaccessibles, ce sulcus dont nous avons parlé tout à l'heure, et au niveau des espaces interdentaires. Et si de surcroît vous avez un environnement avec des malpositions, comme c'est le cas ici, vous aurez tout le tableau clinique de tous les irritants locaux. Cette plaque bactérienne, si elle n'est pas éliminée dans les 4 à 8 heures qui suivent, eh bien elle va se calcifier pour nous donner du tartre. Le tartre qui de lui-même n'est pas pathogène, mais il va servir, si vous voulez, d'ancrage pour cette plaque bactérienne et il va y avoir une action double, une action irritative de par l'effet mécanique du tartre et l'effet bactérien de par tous les germes, notamment anaérobiques de cette flore du biofilm. Vous avez à ma gauche, au niveau de cette diapo, il est rapporté aussi qu'un brossage excessif ou l'utilisation inadaptée des adjuvants de brossage peuvent provoquer des récessions comme ici. C'est un brossage très excessif chez notre patient. Il se faisait le souci de se nettoyer correctement les dents et il a usé carrément toutes les mailles à ce niveau-là et même le sément. Des facteurs aggravants. Bon, la gencive attachée, nous l'avons vu auparavant, donc elle demeure, de par son épaisseur et sa hauteur, un critère qui va la protéger, qui va lui donner cette fonction de barrière contre toutes les agressions, qu'elles soient chimiques, mécaniques ou bactériologiques, et
protéger, si vous voulez, quand ces critères ne sont pas respectés, il pourrait y avoir l'apparition de récession parodontale. Il y a également l'insertion inadéquate, et tous les auteurs le rappellent, des freins au niveau médian, latéral, qu'il soit inférieur ou supérieur, une insertion assez haute à ce niveau-là, qui va, au cours de tous les mouvements dynamiques, soit de phonation, de mastication, de déglutition, va tirailler à ce niveau-là, et si pour peu l'hygiène n'est pas respectée, il va y avoir une infiltration au niveau de ce sulcus qui va s'altérer. Donc une bride latérale, et vous avez au niveau du maxillaire supérieur, très souvent, vous avez une insertion assez basse qui va même, comme chez le cas de cet enfant, venir, si vous voulez, s'insérer derrière la papille rétro-incisive et provoquer, on le voit, un diastème interincisif. Vous avez d'autres facteurs liés à l'acte thérapeutique aussi banal du praticien qui va pouvoir générer aussi des récessions parodontales. En dentisterie opératoire, déjà la présence des caries en elle-même, avant qu'on ait le geste, les caries de collet comme ici, de par leur port tranchant vont, si vous voulez, irriter ces papilles gingivales et vont même favoriser le dépôt du biofilm. Vous avez des restaurations, bien sûr, toute restauration confondue à l'amalgame ou au composite, peuvent, et nos amis en ont parlé hier en dentisterie opératoire, peuvent aussi générer une perte de l'intégrité parodontale et des récessions parodontales par conséquent. Vous avez aussi, quand l'espace biologique n'est pas respecté d'une part au cours de la préparation de la prothèse scellée, comme nous le voyons ici, avec ce taquet-là, cette prothèse iatrogène qui vient prendre appui au niveau de la centrale, vous voyez très bien au niveau palatin la compression papillaire et au niveau vestibulaire la destruction de la papille. Également en orthodontie, quand le patient n'est pas préparé à recevoir cet artifice qui est un corps étranger pour la muqueuse, et surtout quand l'hygiène n'est pas maintenue et que l'assainissement, si vous voulez, gingivo-muqueuse n'a pas été préparé, ça pourrait générer cet accroissement gingival et l'indication se pose pour la chirurgie. Évidemment, une classification sera passée en revue. Elles se rejoignent les unes les autres. Celle de Kramer va classer, si vous voulez, cette chirurgie mucogingivale en quatre grands chapitres, en fonction des tissus concernés, c'est-à-dire si vous êtes en zone kératinisée, on est apte à faire gingivectomie, gingivoplastie, avec un curetage gingival, zone muqueuse, toute la gamme des lambeaux, des greffes gingivales et la phrénectomie. Au niveau de la zone osseuse, ostéotomie, greffe d'os ou substitut, curetage parodontal. Soit, en fonction du type de chirurgie, elle peut être réductrice, réparatrice, soit elle est chronologique thérapeutique, acte à chaud ou acte après traitement étiologique. Et en fonction du type de cicatrisation, soit on obtient une réattache avec un épithélium jonctionnel long, soit une nouvelle attache avec une intégrité de tout le parodonte profond. Tessuani, la classe également en trois grandes catégories, réductrice, plastique et reconstructrice. Parmi les dernières, vous avez celle de Naoshi Sato, qui est plus structurée, si vous voulez, plus définie, avec un curetage en aveugle en premier lieu, la gingivectomie, les lambeaux avec toutes les cas de figure de chirurgie osseuse, la chirurgie mucogingivale avec l'augmentation d'une part de la hauteur de la gencive attachée et toutes les autogreffes, les greffes gingivales, les lambeaux déplacés apicalement, le recouvrement radiculaire. Aussi, vous avez les greffes gingivales pédiculées, les lambeaux en croissant déplacés apicalement, les autogreffes gingivales libres, les greffes de conjonctif enfouis, la régénération tissulaire guidée, la chirurgie des freins à pas et bien sûr une combinaison de plusieurs approches chirurgicales.
nous ne pouvons pas avancer si on ne passera pas par l'étape préparatoire, qui est une étape primordiale. En voyant l'indication de la chirurgie, le pronostic de recouvrement, et bien entendu, on reviendra sur tous les facteurs éthiopathogéniques de cette récession parodontale. J'ai trouvé judicieux de vous mettre ce tableau parce que le choix de la technique a été rapporté par les deux auteurs De Sanctis et Zucchelli en 1995. On voit pas là très clair, les auteurs là, ils sont à ma droite. Et le maître mot qu'il relate dans ce tableau récapitulatif du choix de la technique chirurgicale, c'est l'esthétique. Quand il n'y a pas de demande, pas de traitement, ça va de soi. Quand l'esthétique se pose comme le premier motif de consultation pour lequel le patient est venu vous voir, vous allez apprécier la qualité du tissu kératinisé apical à la récession. Si c'est oui, les auteurs préconisent un lambeau positionné latéralement. Si c'est non, vous allez apprécier la qualité du tissu que vous allez prélever au niveau palatal. Ça pourrait être une greffe conjonctive enfouie avec une ou plusieurs récessions, et là, il faut déterminer le nombre de récessions à traiter. Si on est en présence d'une récession unique, les auteurs préconisent, quand elle est large et profonde, l'apport d'une régénération tissulaire guidée par une membrane. Quand elle est étroite et peu profonde, ils préconisent la double papille avec un lambeau de rotation subluminaire. Et quand elles sont plusieurs, il y a l'apport de la greffe en fonction de la tête. Toujours dans l'examen préparatoire, différentes phases de la thérapeutique initiale. Hier, professeur Sanson avec le professeur Fouki ont mis le doigt sur l'examen clinique pour la détection des lésions, certes. C'est indispensable, mais il faudrait également pousser l'interrogatoire du patient parce que, pas très souvent quand même, mais il nous arrive de détecter des maladies sous-jacentes, systémiques, que le patient ne veut pas déclarer ou qu'il ignore parfois. Et je m'en félicite pour ces deuxièmes journées parce qu'il y a une pluridisciplinarité qui s'est faite avec les autres disciplines de la médecine. Et nous verrons par la suite, il y a eu des cas qui ont été traités en collaboration. Non seulement l'interrogatoire doit être de rigueur, ainsi que l'examen clinique qui doit être très minutieux, auquel on associe la thérapeutique de base. Une thérapeutique de base, si elle n'est pas respectée pour supprimer tous les facteurs éthiopathogéniques, et notamment la suppression de l'inflammation liée aux irritants locaux, c'est l'échec total pour notre chirurgie gingivo-muqueuse, de quelle nature qu'elle soit, même pour l'acte le plus banal. Donc, on reviendra sur tous les facteurs éthiopathogéniques à supprimer et une phase de temporisation. Il faut s'arrêter, c'est-à-dire, ça va avoir, si vous voulez, une répercussion double. Ce temps de rémission va vous permettre, d'abord, il y a un engagement avec le malade, vous allez voir comment il va réagir, est-ce qu'il va vous écouter, notamment pour les méthodes de brossage, et vous allez voir d'autre part la réponse tissulaire pour continuer et mettre l'indication de votre chirurgie gingivo-muqueuse. Les techniques, bon, on va commencer par les techniques résectrices. La phrénectomie, bon, ça limite la détraction des freins musculaires sur la gencive. L'indication est destinée aux freins labio-médian maxillaire mandibulaire, freins latéraux. Le diastème dont nous avons parlé tout à l'heure est très souvent qui est généré par cette insertion qui va au-delà au niveau de la papille rétro-incisive, et souvent on peut associer à cette phrénectomie une greffe gingivale. L'avantage, c'est que c'est une technique simple et rapide, avec bien sûr des inconvénients, des suites opératoires très douloureuses pour le frein maxillaire, très souvent défaites chez les enfants, et puis une récidive si vous faites une dissection incomplète. Comment se fait le tracé d'incision? Simplement,
On l'a illustré par le document de Strilou, schématiquement, pour vous montrer que c'est un triangle, il y a deux incisions de part et d'autre, qui va nous donner un triangle dont la base sera coronaire du frein, qui sera mis en évidence par mobilisation, et puis par la suite, donc le frein il est là, vous faites votre incision, vous pouvez le maintenir avec une pince, si vous dites hémostatique, et pour le récupérer par la suite, suturer, et la position va changer de celle de l'originaire. Les techniques résectrices, rapidement, la gingivectomie, vous avez l'objectif, donc elle est soustractive, elle va nous éliminer tout le tissu gingival en excès, indiquer donc tous les accroissements pathologiques du tissu kératinisé. La technique, bon, il y a deux manières de faire, soit en biseau externe, soit en biseau interne, ça dépend de la quantité de tissu kératinisé que vous avez sous la main. L'avantage, c'est que c'est une technique qui est simple et rapide, des inconvénients quand même, une douleur post-opératoire, des récessions gingivales, mais alors là, inévitables, nous allons les voir dans tous les cas cliniques illustrés. Bien sûr, les indications demeurent très limitées et il y a des risques de récidive, notamment dans des hyperplasies gingivales d'origine médicamenteuse. Donc on va commencer par une papilloplastie qui est simple, à qui nous avons fait chez cette jeune patiente. On a associé une papilloplastie à une frénectomie. Le cas de tout à l'heure du sourire gingival avec la brièveté de la lèvre supérieure qui présente également, le professeur Heikel avait parlé tout à l'heure du darmus, on le retrouve souvent, on avait procédé à une gingivectomie à biseau interne, ce qui par la suite a mis en exergue, si vous voulez, son darmus, et avec cette récession post-opératoire inévitable. Personnellement, j'avise mes malades. Je les avise avant de commencer. Il y a ce contrat d'engagement que je fais avec eux, c'est verbal. Vous avez cette restauration iatrogène, c'est chez cet autre malade, le malade, pour qui cette restauration céramo-métallique a été déposée. Une chirurgie avec une élongation coronaire a été faite pour rectifier cet espace biologique parce que la prothèse empiétait, et puis c'est un traitement qui est en cours. Je ne l'ai pas encore revu après la chirurgie. D'autres cas, ils n'altèrent pas. Ce sont des accroissements gingivaux qui ne viennent pas altérer, si vous voulez, la ligne du sourire, mais qui sont très préjudiciables du point de vue fonctionnel et que j'ai jugé vous les montrer. Donc cette patiente de la quarantaine, avec cet accroissement gingival au niveau antérieur qui englobe même, si vous voulez, la surface, le bord libre des incisives, regardez la déformation qui a été provoquée par cette masse gingivale. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse, professeur Sanson a insisté, avant, quand vous avez une lésion de n'importe quel type qu'elle soit, gingivale, muqueuse, une biopsie au préalable est plus que nécessaire. Bien entendu, on avait fait une biopsie. Quand la masse, enfin le diagnostic histologique, a déterminé un diagnostic épilégien, nous l'avons complètement excisé et le résultat juste après la chirurgie. Un autre cas aussi de polypes gingivaux, polylobés, c'est pareil. Voici un autre cas chez une parturiente qui est arrivée dans le service. Elle était pratiquement à terme. Et quand j'ai vu la coloration, si vous voulez, gingivale à ce niveau-là, j'étais un petit peu affolée. Donc j'avais pensé à autre chose. Donc c'est la biopsie qui m'a confortée après son accouchement. Donc on avait fait la biopsie. Et puis ça s'est avéré que c'était un épilis. Un épilis, donc vous voyez ici, ça c'est juste après la gingivectomie à biseau interne, on voit les points de suture que je venais d'enlever, et le résultat, une année après, cette fameuse récession post-opératoire. Un autre cas, c'est un jeune patient, avec une gencive pratiquement qui recouvre, si vous voulez, la moitié coronaire des dents, assez fluctuante, comme on le voit ici, et puis une gingivectomie à biseau interne a été faite avec un désépaississement.
C'est un cas qui nous a été orienté par un médecin. C'est une épileptique qui a été traitée pendant une dizaine d'années au Dihidan et son médecin devrait lui substituer, c'est-à-dire arrêter le Dihidan et substituer le traitement. Donc nous l'avons opéré et voici le résultat quelques temps après, 6 mois et 800. Ça fait très longtemps, c'est un cas que nous avons traité il y a très longtemps. Enfin, le dernier cas, c'est un cas qui m'a marqué dans ma carrière. Ça fait aussi quelques années depuis que je le fais, dans la mesure où c'est un cas qui avait une triple, si vous voulez, un triple préjudice. Non seulement il y avait le préjudice esthétique en premier lieu, le préjudice fonctionnel, mais il y avait un préjudice social. Cette patiente, qui avait plus de la cinquantaine, a été mise en quarantaine par ses proches. Elle a été isolée dans une pièce pendant quelques temps quand même. Et c'est une malade que j'ai pu suivre, je vous dirais peut-être 2 voire 3 ans, jusqu'au rétablissement, si vous voulez, de l'intégrité parodontale. Donc un cas social qui m'est resté un petit peu sur la conscience à cause de cet accroissement gingival. Bien entendu, auparavant, il y a eu des biopsies qui ont été faites, etc. Il y a eu une investigation médicale qui a été faite. Et quand on a découvert que le résultat histologique, en collaboration à l'époque avec le service d'anatologie de Constantine, donc on a entamé toute la chirurgie au niveau maxillaire. Au niveau maxillaire, nous avons procédé à une gingivectomie abysso externe. Au niveau interne, une gingivectomie abysso externe au niveau maxillaire et interne au niveau inférieur. Et le résultat, une anévie. On passe à l'autre chapitre, c'est la technique de recouvrement radiculaire. Vous avez les greffes gingivales pédiculées avec tous les lambeaux positionnés latéralement, coronairement, lambeaux de rotation, double papille, régénération tissulaire guidée, et les greffes épithélio-conjonctives, soit elles sont faites en 2 temps selon Bernie-Moulin, soit vous avez la greffe conjonctive en fait. Quelques cas que nous avons illustrés avec nos moyens de bord. Néanmoins, le choix de la technique va dépendre de la prévisibilité de recouvrement radiculaire, des considérations anatomiques et bien entendu des facteurs liés au patient. La greffe pédiculée en premier lieu latérale, son objectif c'est une récession parodontale localisée, pour augmenter la hauteur de la gencive attachée et nécessairement il faut voir un site adjacent. Des indications, on peut la réaliser c'est-à-dire le site donneur pourrait être prélevé d'un site denté ou édenté, mais avec une capacité de hauteur et de gencive et d'épaisseur de gencive attachée. L'avantage, c'est que le lambeau demeure vascularisé parce qu'il va être mixte, partiel et total. Il y a un inconvénient quand vous avez une dent en malposition, et j'ai voulu vous montrer ce cas qui, je trouve, les résultats sont insatisfaisants. Voici au préalable le cas. Avec la récession unitaire, je vois pas, j'ai un problème là avec ma... la radiographie visualisant l'intégrité de... Excusez-moi, là j'ai un problème avec mes... Non, j'ai un problème avec ma pointeuse. Voilà. Donc une radiographie rétroalaire pour voir l'intégrité du site adjacent, donc une place pratiquement 3 demi-laires. L'incision au niveau du site donneur mixte, la translation du lambeau. Auparavant, nous avons fait 15 jours auparavant une stimulation périostée pour booster un petit peu les cellules pour la cicatrisation, donc les cellules inflammatoires. Et le résultat avec, je vous dis, un échec partiel, un recouvrement que partiel, plus une inflammation du bord marginal, à cause d'une part de cette dent qui n'a pas été repositionnée, et d'autre part, la patiente présentait une parafonction, en l'occurrence une mycophagie. La greffe épithélio-conjonctive, d'abord par le biais de schéma, quelques cas cliniques. J'en ai parlé longtemps, Madame la Présidente, si vous permettez que je continue. Vous avez la greffe épithélio-conjonctive, donc un cas
qui a été réalisé aussi il y a très longtemps avec une récession donc, unitaire au niveau de la centrale, une radio de pouvoir d'intégrité parodontale, donc la préparation du site receveur, le prélèvement au niveau du palais, la greffe en place et le résultat une année après. L'inconvénient de la greffe gingivale libre, si vous avez travaillé comme moi avec une simple lame numéro 15, c'est le facteur temps, d'une part, pour le praticien, et d'autre part, la lésion au niveau du palais, on a beau la protéger, le pansement ne demeure pas en place et il y a une douleur post-opératoire. Un autre cas que j'ai perdu de vue, donc la greffe qui a été initiée au départ, la voici après la dépose des points de suture, une greffe épithélo-conjonctive et avancement coronaire. L'objectif principal, c'est protéger une membrane. Indiqué dans les classes undulières simples ou multiples. L'avantage, c'est que c'est un seul site opératoire, mais il y a un inconvénient, elle n'augmente ni la hauteur ni l'épaisseur. Voici un cas clinique qui est récent. Nous avons cette greffe en place chez une patiente qui est âgée de la vingtaine, avec une récession qui arrivait, je vais vous dire, classe 3, à la limite, on avait un petit millimètre de gencive attachée, pas plus. Donc le prélèvement s'est fait au niveau du site, au niveau du palais, et ça c'est quelques temps après, 4 mois, une chirurgie dont nous avons fait donc une greffe avec un avancement coronaire et on préconisait une chirurgie plastique à ce niveau-là, qui va se faire ultérieurement. Quand nous avons vu le gain de gencive à ce niveau-là, on a stoppé pour attendre davantage. Je terminerai par ce cas, c'est une greffe pédiculée coronaire associée à une régénération tissulaire guidée. C'est là où les membranes sont apparues en collagène, il y a très longtemps quand même. Chez cette patiente, où l'indication se posait au niveau de récession, au niveau de la latérale et la canine, avec voilà, une perte à ce niveau-là de l'os alvéolaire au niveau du septum, avec une belle carie à ce niveau-là. Une greffe a été réalisée auparavant, un avancement coronaire, avec la mise en place d'une membrane, là vous la voyez, le patron, elle a été découpée en fonction de la lésion, et le résultat, 18 mois après, avec une radio de contrôle, ce manchon de alvéolaire qui a été récupéré. Je terminerai mon exposé sur un paragraphe que j'ai emprunté au Dr Zetoun Stezman dans le recueil de santé bucco-dentaire, qui va très bien avec la thématique de nos 2 journées, muqueuses, attention, tissus fragiles. Donc effectivement, les muqueuses buccales sont de formidables révélateurs de nos déficiences, de nos carences, de notre héritage génétique, mais elles révèlent également notre état de fatigue et de stress. Et je vous remercie de votre attention en vous montrant la ville de Annaba qui m'a une belle ville d'adoption. Merci.